Dimanche 28 février, 9h45, Waco, Texas. L'ATF, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, prépare une perquisition au ranch de Mont Carmel, siège de la secte des Davidiens. Le camp des Davidiens n'a de ranch que le nom. Depuis plusieurs années, la secte a entrepris de faire du bâtiment un complexe fortifié. D'après l'enquête préliminaire, les membres de la secte disposeraient d'un arsenal impressionnant d'armes à feu illégales. Le but de l'opération, arrêter David Koresh, le leader de la secte, et saisir ses armes à feu. Mais une maladresse va bouleverser l'offensive. Informé par des collègues de la chaîne d'information KWTX News de la descente imminente des forces de l'ordre à Mont Carmel, le photoreporter Jim Piller se rend sur place en voiture pour couvrir l'opération. Perdu, il croise un facteur sur une route menant au camp. Le facteur lui demande pourquoi il veut aller là-bas. Le photographe lui répond qu'un raid des forces de l'ordre se prépare. Ce que le journaliste ne sait pas, c'est que David Jones n'est pas un facteur ordinaire. Il est lui-même membre de la secte des Davidiens. Apprenant ça, il interrompt sa tournée quotidienne et rentre précipitamment à Mont Carmel informer David Koresh et les autres adeptes de la secte de l'imminence de l'opération. Les disciples sont prêts, armés et déterminés à défendre ce que David Koresh appelle le ranch de l'Apocalypse. S'ensuit une fusillade et un siège de 53 jours qui feront des dizaines de morts, le tout retransmis en direct à la télévision. God speaks to me. I hear gunfire. Oh shit. It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system. Scène de crime vous plonge dans l'enfer des sectes. Your only chance to survive is to leave with us. Pour comprendre le dénouement de cette histoire, il faut d'abord remonter en 1959 à Houston, Texas. David Koresh, de son vrai nom Vernon Wayne Howell, naît d'un amour fugace entre Bonnie Sue Clark et Bobby Howell, qui abandonnera la jeune femme et son fils 2 ans plus tard. Élevé par une mère célibataire, âgée d'à peine 15 ans à sa naissance, il mène une enfance difficile. Solitaire et dyslexique, il subit moqueries et brimades de la part de ses camarades de classe. Pourtant, selon sa mère, le petit Vernon est promis un grand avenir. Il connaît le Nouveau Testament par cœur à 12 ans à peine. À 19 ans, il rejoint l'église protestante de sa mère, l'église adventiste du 7e jour. Mais il est vite expulsé de celle-ci quand il tombe amoureux de la fille du pasteur et insiste pour l'épouser. À 22 ans, il part pour Waco au Texas et rejoint la communauté des Davidiens, une branche dissidente de cette même église adventiste du 7e jour. La secte, inoffensive en apparence, vit coupée du monde, recluse dans un ranch en pleine campagne texane et attend le retour du Christ comme écrit dans la Bible. Vernon trouve au sein de cette communauté le terrain de jeu parfait. Il y débute comme simple adepte, mais son ambition et son ego démesuré le poussent à en vouloir toujours plus. Celui qui se fait appeler désormais David Koresh veut diriger la secte. Retour en 1993, dimanche 28 février au matin, aux alentours de 9h. Robert Rodriguez, un agent de l'ATF infiltré dans la secte, quitte le camp et part informer ses collègues postés non loin de là. L'effet de surprise a disparu suite à la rencontre d'un journaliste avec un membre de la secte. Devant cette situation, certains agents préconisent d'annuler l'opération. Mais l'agent spécial en charge ne veut rien entendre. Il persiste. L'assaut sera pour aujourd'hui. Les 76 agents s'équipent et se préparent. L'opération nom de code Showtime peut commencer. Le vrombissement de 3 hélicoptères remplit le ciel au-dessus du champ. Des dizaines de voitures remplies d'agents de l'ATF équipés de casques et gilets pare-balles foncent à travers les chemins de terre qui mènent au ranch. Arrivés devant l'imposant bâtiment et après quelques appels à la reddition au mégaphone, les policiers sont surpris de voir la porte principale s'ouvrir et la tête de David Koresh en sortir. Difficile de savoir ce qui s'est dit lors de ce bref échange verbal. Selon certaines sources, le gourou leur aurait crié de quitter la propriété.
La police aurait alors répondu avoir un mandat de perquisition. La porte claque et la fusillade éclate. Une véritable pluie de balles s'abat alors sur les forces de l'ordre. Les agents de l'ATF sont cloués au sol par des rafales d'armes lourdes qui émergent des fenêtres. La confusion règne, plusieurs agents sont touchés. Un groupe de fédéraux utilise alors des échelles pour prendre d'assaut le toit de la bâtisse et entrer par une des fenêtres supérieures. Ils sont accueillis par des rafales d'armes automatiques provenant de l'intérieur du bâtiment. Les assiégés répliquent et des balles fusent à travers les murs et le toit. Pendant la fusillade, un des membres de la secte appelle les services d'urgence. Le son brut de cet échange permet de se rendre compte de la violence inouïe des combats. À l'intérieur de Mont-Carmel, des femmes et des enfants se réfugient au sous-sol pour se protéger des balles. Des cris retentissent à travers le complexe. L'échange de feu ininterrompu va durer 1h30. 90 minutes de chaos que certains témoins sur place décriront plus tard comme une scène de guerre, tout droit sortie d'un film hollywoodien. En fin de matinée, épuisés et impuissants, les agents de l'ATF sont contraints de négocier un cessez-le-feu pour battre en retraite et évacuer leurs blessés. C'est un énorme revers pour eux, une catastrophe. L'opération est un fiasco, ils n'étaient pas préparés à affronter cet arsenal militaire. Le bilan de cette triste matinée fait état de 4 morts côté fédéraux, 2 côtés davidiens et de dizaines de blessés des 2 côtés, dont David Koresh. Dans les heures qui suivent, c'est l'effervescence autour du camp des Davidiens. Un périmètre est établi, des ambulances vont et viennent pour s'occuper des policiers blessés. Le FBI est informé de l'affaire et dépêche un détachement sur place. Le siège de Mont-Carmel et de la secte des Davidiens commence. Et ce n'est que le début. Dès le retrait des forces de l'ordre, un lien téléphonique est créé entre David Koresh et les autorités. Un lien primordial dont dépend la vie des 120 adeptes encore à l'intérieur du campement, dont 46 enfants. Yeah, this Lynch. Hey, Lynch? Yeah. Oh, listen, no, look. Now, who am I speaking with? This is David Koresh. Okay, David. The Notorious. Jim Cavanaugh de l'ATF est le premier à entrer en contact avec David Koresh. Il réussit à nouer un lien avec lui et obtient des concessions de sa part. En échange de la diffusion d'un message aux médias locaux, le gourou promet aux autorités de relâcher des enfants. Au total, une vingtaine de personnes, 19 enfants et 3 femmes, sont relâchés les 5 premiers jours. S'ensuit de nombreux autres jours de négociations entre David Koresh et les négociateurs du FBI pour libérer d'autres membres de la secte. Mais les efforts et les tentatives des autorités se heurtent au fanatisme des Davidiens. Pour bon nombre d'entre eux, sortir ou livrer des membres de leur famille aux forces de police signifie renoncer à leur foi, livrer leurs enfants à Babylone. En effet, depuis sa prise de pouvoir au sein de la secte en 1987, après avoir évincé par la force les autres prétendants, David Koresh, qui se définit lui-même comme un messie moderne, impose un contrôle total sur la vie et les esprits de ses disciples. Il n'existe qu'une pensée au sein du groupe, la sienne. Il leur disait quoi manger, où dormir, où travailler et quoi penser. Chaque jour, ses ouailles écoutent ces longs prêches exaltés où il décrit une fin du monde imminente. Fait rarissime, des vidéos amateurs, tournées par la secte elle-même, le montrent en plein sermon devant ses adeptes en 1987. Maybe God's heart's not a good matter. God speaks in that book of the things He has made concerning His Son. His tongue is the pen of a ready writer. So how's God going to talk to me in the latter days? He's going to be ready. And who's going to bring that book? So there'll be no excuses. David Koresh serait, selon lui, la seconde incarnation du Christ, envoyé par Dieu sur Terre afin de préparer et sauver ses disciples de l'Apocalypse. Dans ses prêches, il martèle que cette dernière est imminente, qu'elle se présentera sous la forme d'une armée aux ordres du gouvernement et qu'elle finira dans les flammes et aura lieu littéralement devant leur porte. Une vision étrangement prémonitoire. Mais David Koresh va encore plus loin. Il autorise la polygamie à son usage exclusif, tout en refusant aux autres hommes le droit d'avoir des relations sexuelles. Se considérant lui-même comme Lamb of God, ou agneau de Dieu en français, il décrète que seule sa semence est pure.
Il a donc le droit exclusif de disposer de toute femme qu'il estime majeure sexuellement au sein de la secte. Durant toutes ces années, il aurait abusé sexuellement de nombreuses femmes, mariées, majeures et même mineures. Certaines de ses concubines, comme il les appelle, ont tout juste 12 ou 13 ans au moment des faits. Plusieurs enfants naissent de ces relations. Ces actes sont révélés dans une série d'articles publiés dans le Waco Tribune Herald le 27 février 1993. Ces révélations, quelques jours avant l'assaut, vont finir de convaincre les autorités qu'il faut intervenir et interpeller David Koresh. Mont-Carmel, 1993. Cela fait maintenant quasiment 5 jours que le ranch est cerné par les forces de l'ordre. Malgré des négociations quotidiennes avec David Koresh, les fédéraux sont dans une impasse. Leur objectif est d'exfiltrer les femmes et les enfants de Mont-Carmel afin de limiter le nombre de pertes civiles. 98 membres de la secte sont toujours à l'intérieur, prisonniers de l'emprise de David Koresh. Parmi eux, une vingtaine d'enfants. Dans les jours suivants, les négociateurs du FBI essayent d'obtenir la reddition totale de la secte et pensent l'obtenir. Ils trouvent un accord avec David Koresh. My name is Dave Koresh. I'm speaking to you from Mount Carmel Center. The first thing that I would like to introduce in our subject is the reasons for the revelation of Jesus Christ. En échange de la diffusion de cette cassette de 58 minutes aux radios nationales, où le gourou prêche sa vision du monde et sa mission, lui et ses membres devront sortir pacifiquement et se rendre aux autorités. Un plan et un horaire sont établis. Mais retournement de situation après plusieurs heures d'attente. Après s'être mis à genoux pour prier, David Koresh informe les autorités que Dieu lui a dit d'attendre. L'opération échoue. Retour à la case départ. Le FBI parvient néanmoins à obtenir l'extraction de 13 autres membres de la secte dans les jours qui suivent. Nous sommes mi-mars, 2 semaines que le siège dure. Il reste 85 personnes à l'intérieur du complexe. Seuls 35 adeptes ont été libérés de Mont-Carmel. L'armée est appelée en renfort. Les semaines passent et les discussions s'enlisent. Autour du camp, les médias nationaux et internationaux mettent la pression sur les autorités. Chaque jour, des centaines de journalistes couvrent heure par heure le face-à-face entre les forces gouvernementales et la secte. David Koresh ne manque pas une occasion d'utiliser les médias comme tribune pour délivrer son message. À bout de patience, le FBI décide d'employer de nouvelles méthodes pour forcer les Davidiens à sortir de Mont-Carmel. Il coupe d'abord l'eau et l'électricité du camp. Ensuite, de puissants projecteurs sont installés devant le complexe pour éclairer jour et nuit la façade du bâtiment. Des enceintes géantes diffusent de manière assourdissante des messages, musique et autres sons étranges, en boucle, 24 heures sur 24. Mais cette guerre psychologique ne produit aucun résultat. Les Davidiens restent fidèles à leur gourou et refusent de se rendre. « 19 avril 1993. Cela fait quasiment 2 mois, 51 jours que le siège dure. Les négociations avec David Koresh sont au point mort. Le gourou ne semble pas prêt à céder malgré sa blessure qui empire de jour en jour. Il réclame toujours plus de temps et son emprise sur ses disciples ne faiblit pas. Il est 6 heures du matin, il fait nuit noire, des tanks s'avancent vers Mont-Carmel. Le FBI décide de passer à l'assaut. Le plan, créer des ouvertures dans le camp et répandre du gaz lacrymogène pour forcer les Davidiens à quitter le bâtiment. Durant plusieurs heures, les blindés démolissent la façade du complexe et jettent des grenades lacrymogènes à l'intérieur pour asphyxier les occupants. Toujours rien, aucun mouvement à l'intérieur. Et soudain, à midi, 3 feux d'origine inconnue se déclarent simultanément dans le complexe. Poussés par des vents violents, les flammes se répandent rapidement et avalent la bâtisse en bois, devant les caméras du monde entier. En quelques dizaines de minutes, le brasier s'empare du bâtiment. 9 Davidiens seulement parviennent à s'échapper du ranch en flammes. 40 minutes après le début de l'incendie,
Les camions de pompiers arrivent enfin au camp, mais c'est trop tard. Mont-Carmel n'est plus qu'un immense brasier. 76 adeptes, parmi lesquels David Koresh et une vingtaine d'enfants périssent, prisonniers des flammes. Le gourou et ses disciples disparaissent, emportant avec eux les secrets des Davidiens. L'incendie ne marque pas pour autant la fin de l'affaire Waco. Le sujet a divisé l'opinion publique et ébranlé la société américaine pendant encore plusieurs années. C'est la première fois qu'une dérive sectaire a une telle résonance à l'échelle nationale. La controverse a ébranlé même jusqu'au gouvernement Clinton à l'époque. Une partie de l'opinion publique désigne alors les autorités comme responsables du fiasco Waco. Le 19 avril 1995, 2 ans jour pour jour après le drame, Timothy McVeigh, jeune vétéran de la guerre du Golfe, fait exploser un fourgon bourré d'explosifs détruisant le bâtiment de l'administration fédérale à Oklahoma City. L'attentat a fait 168 morts et plus de 600 blessés. Lors de son procès, il dit avoir voulu se venger de l'État fédéral suite au massacre Waco. De nombreuses questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Qui a ouvert le feu en premier le jour de l'assaut ? Qui a allumé l'incendie fatal du 19 avril ? Pourquoi les pompiers ne sont arrivés que 40 minutes après le départ de feu ? Le procès des Davidiens survivants n'aura permis de lever que certaines zones d'ombre, mais assez de doutes subsistent pour nourrir les nombreuses théories du complot qui résonnent depuis. Aujourd'hui, Waco est devenu un symbole de l'abus de pouvoir du gouvernement fédéral, mais également un lieu de pèlerinage pour les groupes complotistes. Waco est également un cri de ralliement des partisans pro-Trump. L'ancien président y a même fait un meeting le 25 mars 2023. 30 ans après, le mythe David Koresh hante encore les États-Unis. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur samintéresse.fr.